Boker Tov et Shavua Tov, nous reprenons Daf Ayin Gimel Amud Bet, en haut de la page, la première ligne. On avait tout juste amorcé la semaine dernière. Donc, nous avons vu la Mishnah Daf Ayin Gimel Amud Aleph qui fait la liste des 39 melachot. Et là-dessus, la Gemara qui avait introduit la Mishnah en disant Avot Melachot, Arba'im Chaser Achat, que les catégories principales de travail interdites le Shabbat sont au nombre de 40 moins 1. La Gemara a demandé Minyan al-Amali. Rashi a expliqué qu'est-ce que la Mishnah a besoin, que la Mishnah qui d'habitude est extrêmement concise, le maximum, puisque ça s'apprenait par cœur, pour donner le moins de mots possible à mémoriser. Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous dire qu'il y a 39 melachot, puisque la liste exhaustive suit, tout le monde est assez grand pour compter et voir que ça va faire 39. Donc, Minyan al-Amali, quel intérêt de me dire le nombre? Réponse, c'est là qu'on va nous démarrer aujourd'hui. Amar Rabbi Yochanan nous dit She'im asa'an kulam be'elem echad chayav al kol achad v'achad. Donc littéralement, ça veut dire s'il a fait tous les travaux dans un même oubli, c'est-à-dire sans jamais prendre conscience de la vera, il fait zoréa sans savoir que c'est interdit. Il fait choresh, il n'a toujours pas appris que Zoré était interdit, etc., etc. Donc, il ignore encore la première avéra. Quand il arrive à la 39e, eh bien, il va être chayav, al kol achat v'achat, il sera passible de quoi? D'un sacrifice. Parce qu'on parle de quelqu'un qui fait ça be'elem echad, qui fait ça be'shogeg, qui fait ça involontairement, c'est-à-dire par ignorance. Et donc, il va être passible d'un sacrifice par melacha effectué. Donc en tout, il devra apporter 39 sacrifices. Et alors, il faut rajouter, bien sûr, en quoi ça répond à la question? Rabbi Yochanan, la réponse, c'est pour nous dire que, voilà, c'est pour nous apprendre le din. C'est par le minyan qu'on l'apprend. On voit dans Rashi, qu'est-ce que Rashi dit? She'im asa'al v'chule, ou va le odiacha. C'est pour ça que Rashi dit, en quoi ça répond à la question pourquoi c'est écrit le minyan? Réponse, c'est venu te l'apprendre, tu l'aurais pas su. C'est par le fait qu'on a rajouté ces mots-là qu'on a compris que l'intention de la Mishnah est de nous enseigner une halakha qu'on n'aurait pas su sinon. Alors quelle halakha? She'im litalmu kol ilchot Shabbat mimenu, que si jamais il a oublié l'existence de toutes les lois du Shabbat. Parce que pour qu'il puisse faire 39 melachot, be'elem echad, et être chayav sur chacun, ça pourrait être de deux façons. Ça pourrait être qu'il a oublié que c'était Shabbat. Mais alors dans ce cas-là, on l'a déjà vu dans la Mishnah précédente, qu'il n'apporterait qu'un korban. Donc pour qu'il apporte un korban par melacha, il faut qu'il soit ignorant de la melacha. Donc là, ça veut dire qu'il est ignorant de toutes les lois du Shabbat. Quand il dit toutes les lois du Shabbat, il y a tous les travaux du Shabbat. Et donc la Mishnah vient nous dire que si il a oublié ou lui ont échappé toutes les lois du Shabbat, alors là on a nous chayav kama chataot alav, le Beit Hadash corrige parce que ça fait un peu bizarre la syntaxe ici, kama chataot chayav alav, au lieu de chayav kama chataot chayav alav. La Mishnah est venue nous enseigner combien de chataot il va être amené à apporter pour cela. Alors, on peut se poser la question de Rashi, qu'est-ce que Rashi veut dire par là? Qu'est-ce qu'il rajoute à la Gemara d'abord? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par Imli Talmud Kol Ilchot Shabbat? Alors, en fait, il y a une question qu'on pourrait se poser, et d'ailleurs, le Cheshek Shlomo se la pose, et on a déjà cité le Cheshek Shlomo, c'est Rabbi Shlomo HaKohen de Vilna, qui est un des commentateurs qu'on trouve dans le Yalkut Mefarshim, et qui dit, mais ça, on le sait déjà par la Mishnah précédente. Parce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente le principe de ce qu'on appelle chiluk melachot, qu'on est chayav de korbanot par melacha qu'on fait, si on oublie la melacha. Comme on vient de le dire, il faut voir d'où est venue l'erreur. Si l'erreur est venue parce qu'on ne savait pas que c'était Shabbat,
Donc c'est la même erreur qui préside à toutes les infractions. On amène un korban. Mais si chaque erreur elle est liée à une autre ignorance, alors dans ce cas-là, on est chayav un korban par ignorance. Donc ça, on le sait déjà de la Mishnah précédente. Donc la question revient. Qu'est-ce que on est venu nous apprendre de plus? Alors c'est ça que Rashi vient résoudre. Rashi nous dit chez Talmud Kol Ilchot Shabbat. Ce qu'on avait vu nous, on avait dit, dans la Mishnah, elle avait dit, si jamais il a fait Arbe Melachot, Arbe Shabbatot, alors il est chayav al Kol Melacha Melacha. Il n'a pas dit Kol Melachot. Il y a Arbe Melachot. Mais là c'est extrême. Il a oublié toutes les Melachot. Et alors en quoi c'est un problème? On l'a vu déjà dans la Gemara précédente. Si quelqu'un a oublié toutes les lois du Shabbat, alors il ignore tout du Shabbat. Donc du coup, il y a une seule erreur, c'est qu'il ne sait pas que Shabbat existe. Il devrait être chayav un korban. C'était ça la question que la Gemara avait posée. Elle avait posé précédemment cette question. Elle avait dit, mais comment ça se fait qu'il est chayav sur chaque melacha? Puisque s'il ignore toutes les melachot, ça veut dire qu'il ignore même l'existence du Shabbat. Puisque c'est quoi la définition du Shabbat? C'est un jour de repos, un jour où on n'a pas le droit de travailler. Il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de travailler. Peut-être qu'il sait qu'il faut allumer des nerfs au Shabbat, qu'il faut faire kiddush, mais ça sert à rien. Il faut qu'il connaisse l'existence du Shabbat en tant que jour d'interdiction de travail. Et là, il les ignore tous. Alors comment ça se fait qu'il est chayav? Il ne chayav que un. Et là, le chidouche de la Mishnah, c'est que non, que bien que nitalmu mimenu kol ilchot Shabbat, kama chataot, il est chayav 39 chataot. Alors comment c'est possible? On l'a vu dans la Gemara, vous vous rappelez la réponse que la Gemara avait donnée, la finale? Il y avait plusieurs réponses, il y avait deux réponses en fait. Soit on dit, il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas qu'il y a karet. Il ne sait pas le onesh. Alors là, ça, dans ce cas-là, ça se comprend parce qu'il sait que c'est interdit. Mais c'est pas ce que Rashi ici. Quand Rashi dit Talmud Kol Ilchot Shabbat, il a l'air de dire qu'il ignore tout du Shabbat. Parce qu'il y a effectivement, Resh Lakish disait, non, pour être shogeg, pour être réafratat, ça ne suffit pas qu'on soit shogeg sur le onesh. Il faut qu'on soit shogeg sur le Yissour lui-même. Donc pour Resh Lakish, la Mishnah va se comprendre qu'il ne sait même pas que c'est interdit. Donc la question revient. Et qu'est-ce que la Gemara avait répondu? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Non. Alors, la réponse est Troum. Il sait qu'on n'a pas le droit de dépasser le Troum le jour du Shabbat. Et ça, ce n'est pas une melacha. Il y a une autre défense, donc c'est aussi une obligation de repos, une défense de faire. Mais cette défense de faire ne rentre pas dans le cadre de melacha. C'est de dépasser la limite qui a été imposée par la Torah, qu'on ne peut pas dépasser, qu'on appelle le Troum Shabbat. Et donc voilà et c'est ça le chidouche. Voilà le chidouche de cette Mishnah. Donc tout ça on l'apprend. Donc toute cette dialectique qu'on avait fait dans la Gemara précédemment et qu'on avait dit finalement, même il ignore tous les 39 melachot, du moment qu'il connaît la défense de sortir du trou, ça suffit pour dire qu'il connaît le Shabbat et que donc son ignorance est liée à chaque melacha et donc il apportera 39 chataot pour les 39 melachot. Et tout ça on le déduit parce qu'il y a écrit Avot melachot arba'im chaser achat. C'est magnifique. Comme la Gemara dit, Asa'an Kullam, il faut qu'il enfreint les 39 travaux. Eh bien oui. 38, c'est un autre cas. Ben oui, puisque la Mishnah l'a dit arba'im chaser achat. C'est bien de ce cas-là dont on parle. On est en train d'expliquer pourquoi la Mishnah elle a dit arba'im chaser achat. Arba'im chaser achat, c'est 39. Alors si vous me dites la Mishnah parle de 38, où on voit ça dans les mots de la Mishnah, c'est pas possible. Donc c'est Kulam, bien sûr. Et c'est le Kulam qui est fondamental. S'il y avait écrit 38, il n'y aurait aucun chidouche, encore une fois. Parce que s'il y avait 38, ça veut dire qu'il connaît le 39e. Alors ça, on l'a déjà vu de la Mishnah précédente, il n'y a aucun chidouche. Tout le chidouche, c'est parce qu'il ignore tous les 39. Et ça, Rashi l'a dit clairement. C'est ça qu'il faut comprendre dans Rashi. Il dit Talmud Kol Ilchot Shabbat. C'est ça que Rashi veut dire. Vous voyez que dans un mot de Rashi, il y a tout un développement en fait qui est sous-entendu. Cette ignorance doit être combinée avec les explications que vous donnez. Pardon? Cette ignorance oui doit être combinée avec l'explication que vous donnez. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire avec l'explication que la Gemara a donnée précédemment. C'est à ça qu'on se réfère. C'est pour ça que la Gemara ne s'étend pas parce que ça a déjà été traité. Voilà, ça c'est un premier point et on passe au deuxième. Et comment on passe parce que la Mishnah nous a dit un chiffre, un nombre, on a l'idée qu'il faut qu'il ignore les 39.
Non. C'est parce que... Elle nous dit 30, ça veut dire On a déjà vu, dans la Mishnah précédente, on a déjà vu que la problématique de la Mishnah, c'était les Chataot. Toute la Mishnah précédente, vous vous rappelez, il connaît le Shabbat, il ne connaît pas les Melachot, il connaît le Melachot, combien de Chataot il va être amené. Donc on sait bien qu'on est déjà dans une perspective de nombre de sacrifices. Donc il est logique de supposer que la deuxième Mishnah va dans la même perspective. Alors qui dit 39 travaux, dit 39 Chataot. Et là on pense tout de suite qu'il y a un Chidouche. Il faut chercher un Chidouche. Le Chidouche il est là. Et voilà, donc on passe maintenant à la deuxième paragraphe. La Mishnah disait, quand elle a commencé sa liste, donc maintenant la Gemara elle va passer en revue. Alors pas toutes les melachot, il y a certaines melachot où la Gemara n'aura pas de commentaire à faire. Et puis la plupart des melachot, elle aura un commentaire à faire. Donc on commence par les deux premiers. Les deux premiers melachot qui étaient dans la Mishnah, c'était Zoréa, semer, Choresh, labourer. Alors là, la Gemara pose une question assez évidente. Je ne me rappelle pas si on s'était posé quand on a vu la Mishnah. Pardon ? Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que dit la Gemara. Mikedi, Michrav, Karbe, Beresha. Donc, Mikedi, ça veut dire étant donné que, ça on sait. Par contre, Michrav, Karbe, ça, c'est un terme pas très usité, donc certainement que Rashi va nous l'expliquer. Regardez Rashi. Michrav karbe chorshin. Donc karbe en araméen veut dire chorshin en lachon hakodesh. C'est quoi chorshin? On l'a vu choresh, labourer. Donc en fait, la Gemara elle est en araméen, c'est normal. Donc en fait, étant donné qu'on laboure, Michrav karbe, on laboure littéralement, c'est une manière de parler. Bereisha, en premier, Berosh, si on traduisait Lachon HaKodesh, ça veut dire Chorshin Be'atrala, Berosh. Étant donné que la première opération qu'on fait quand on va semer, c'est d'abord de labourer. À quoi ça sert de labourer? Labourer, c'est pour faire des sillons. Et à quoi ça sert de faire des sillons? Pour mettre la graine à l'intérieur. Et ensuite, on recourt. Alors, litne choresh, vehadar litne zorea. Litne, il aurait fallu enseigner. Lamed, ça veut dire on aurait dû. On aurait dû enseigner choresh, labourer en premier, vehadar, et ensuite litne zorea, et après semer. En d'autres termes, pourquoi la Mishnah ne respecte-t-elle pas l'ordre chronologique? Question évidente. C'est presque choquant, quoi. N'importe qui à la place du Tana de la Mishnah, il aurait dit on laboure et ensuite on sème. Après, il a mis semer avant labourer. Une question tout à fait légitime. Réponse de la Gemara. Tana be'eretz Israël kae. Bon, le Tana, il se place en Eretz Israël. Bon, ça, on le sait. Les Mishnayot ont été enseignés par des Tanaïm qui habitaient tous en Eretz Israël. Et alors, on continue. De Zar'e Bereisha ve'adar karbe. Là-bas, on sème d'abord et on laboure après. Là, comment ils font? C'est magique. Comment ils peuvent semer si on n'a pas labouré avant? On ne comprend rien. Heureusement, Rashi vient à notre secours comme d'habitude. Alors, Rashi, Be'eretz Israël, alors en plus c'est en abréviation, donc, mais on a su décrypter que Bet Alef-Yud, ça veut dire Be'eretz Israël, Kasha'i. Ça veut dire quoi, Kasha'i? Alors il y a une correction. Karka Kasha'i. Il faut rajouter le mot Karka. En Eretz Israël, le sol est un sol qui est dur. Oui, et alors? Ve'en yachol chassot velo charisha. Et donc, il ne peut pas recouvrir la graine. Sous-entendu, lorsqu'il a mis la graine déjà dans le sillon, il ne peut pas en général, comme j'ai dit, on fait le sillon, on met la graine et on referme le sillon, on recouvre. Mais là, on ne peut pas parce que la terre est dure. Alors, on est obligé. Qu'est-ce qu'on fait?
sans avoir à labourer une nouvelle fois. On relaboure après avoir mis la graine pour pouvoir ensuite recouvrir, parce que la terre a durci, et donc elle n'est pas malléable et on ne peut pas l'utiliser pour recouvrir la terre. Donc pour recouvrir la graine, on doit repasser la charrue une deuxième fois. Et alors, V'ashmoinan, et alors maintenant la Mishnah, par le changement d'ordre, en intervertissant les termes, est venue nous enseigner de Ha-Nami Charisha'i, que ça aussi c'est une Charisha. Alors là encore, il faut qu'on arrive à décrypter qu'est-ce que Rashi veut dire, que ça aussi c'est une Charisha. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, il y a une deuxième Charisha, mais il y a quand même une première Charisha, encore plus, tu me dis que la terre est dure. Alors si la terre est dure, alors c'est évident qu'il y ait la première Charisha qu'on doit faire même lorsqu'elle n'est pas, plus forte que nous, il faut la faire là. Donc quelle est l'idée ici? C'est qu'il y a deux Charishot. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est c'est vrai qu'il y a une première Charisha qui vient avant la Zriya, mais il y en a une deuxième qui vient après la Zriya. Alors se pose la question à nouveau. La question revient. Mais puisqu'il y en a deux, par laquelle il fallait commencer? Par la première. Alors qu'est-ce que tu m'as répondu? Qu'est-ce qu'on a gagné en disant ça? Il fallait quand même me dire que la première, qu'il a fait la Charisha en premier, ensuite la Zriya. Et en Eretz Israël, on comprendra qu'il fera encore une deuxième Charisha après. Et alors? Mais pourquoi tu me demandes la deuxième et pas la première? Et c'est à cette question-là que Rashi répond. Vashmoinan, il y a un chidouche là, qu'on est venu me faire entendre de Hanami Charisha'i. Que ça aussi, ça s'appelle Charisha. Que la deuxième aussi s'appelle Charisha. Mais si c'est que pour récupérer sa terre et pour couvrir, ça s'appelle quand même Charisha. Ça s'appelle quand même Charisha. On aurait pu penser que cela s'appelle comment? On aurait pu penser que ça s'appelle Zoréa. On est encore dans le cadre, c'est la fin de la Mlacha de Zriya. Puisqu'il s'agit simplement de préparer la terre pour pouvoir ensuite recouvrir. Donc recouvrir, ça s'apparente plutôt à la Zriya. Et d'ailleurs, il y a le Mitzpeh Etan derrière qui nous signale que dans le Ilchot Shemitah et dans le Ilchot Kilaim, où on parle là-bas aussi d'interdiction, il y a aussi l'interdiction de semer, etc. On dit que recouvrir la graine, c'est aussi interdit pendant la Shemitah, c'est aussi interdit pour Kilaim, parce que ça s'appelle Zoréa, ça ne s'appelle pas Choresh. Alors ici, le chidouche, c'est que bien que couvrir, le fait de couvrir, ça s'appellera Zoréa. Mais le fait de repasser la charrue pour pouvoir ensuite couvrir, ça s'appelle encore Choresh, parce qu'il s'agit de... Donc en fait, l'idée, c'est que chaque fois qu'on fait un travail qui a pour objectif de rendre la terre friable, ça s'appelle Choresh. Et donc, on aurait pu croire que ça ne s'appelle pas Choresh, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Donc vous voyez que la Mishnah, comment elle procède, par des petites choses qui paraissent dans le désordre, des petites anomalies, c'est le terme que je cherchais, par des petites anomalies, elle nous signale des grands chidushim de halakha. Donc parce qu'on va se poser la question, mais pourquoi tu ne mets pas la charisha en premier? On comprend qu'elle parle dans un cas où il y a deux charishot, et la deuxième charisha, on aurait pu penser qu'elle ne s'appelle pas charisha, et c'est pour ça qu'on l'a mise comme ça. Si on avait mis charisha et Shroïs on n'aurait jamais su ça. Est-ce qu'il peut y avoir un Charisha sans Zoréa? Charisha sans Zoréa? Oui, bien sûr, c'est la première étape, c'est une melacha en soi. C'est-à-dire, à partir du moment où... gratuitement, là vous rentrez dans une problématique qu'on étudiera ultérieurement, qui s'appelle Melacha chez Natricha le Goufa. C'est une question générale pour toutes les melachot. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une melacha dont je n'ai pas besoin? C'est une autre problématique. Mais nous, on est dans la définition des melachot. C'est clair? Voilà. Non, mais je posais la question parce qu'il est présent que c'est de la femme en couple. Donc il y a d'ailleurs des conditions déjà. Ben oui, plus que ça, puisque rappelez-vous que la Mishnah, elle a fait tout le Sidoura de pâtes. Donc tout ça, dans la Mishnah, il y a toute la chronologie jusqu'à ce qu'on arrive au pain. Oui, c'est ça. Et ben, on commence par labourer, ensuite on sème, ensuite on cueille. Parce que c'est que la femme doit se prendre dans une quantité plus globale. Non, mais chaque melacha est indépendante. Voilà, donc Tana Beret Israël Kaïd, Zare Beresha, Vadar Karbe. Et on a terminé sur cette question-là.
Donc on a résolu le problème. Maintenant qu'on a expliqué la Mishnah, la Gemara va apporter des enseignements complémentaires. Tosfot? Ah oui, excusez-moi, c'est vrai, j'allais sauter ce Tosfot et c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Tosfot, le petit Tosfot, le premier de la page. Mikedi, Michrav, Karbe, Bereisha, Vehadar, Vechule. Donc c'est la question qu'on a vue, étant donné que dans la chronologie, on commence par labourer et ensuite on sème, pourquoi la Mishnah ne respecte-t-elle pas l'ordre chronologique? Je lis Tosfot. Lo shayach, le medak achi, behad katani, amchabe bereisha, ve'adar hamavir. Il n'était pas approprié de poser la même question. C'est ça le meidak achi. Le meidak, ça veut dire déduire, mais ça peut vouloir dire aussi poser une question de la même façon. Beha, à propos de Katani qui est enseigné dans la suite de la Mishnah, beaucoup plus bas dans la Mishnah, Amchabe bereisha ve'adar amavir. Donc, si on regarde effectivement la Mishnah, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la Mishnah si vous avez. La Mishnah donc est très longue. Alors je vous rappelle ce qu'on avait expliqué. Il y a une classification. D'abord, on parle du travail du pain, mais en fait, c'était au Mishkan, c'était la fabrication des teintures. Ensuite, on a parlé du travail du textile. Ensuite, on a parlé du travail du cuir. Ensuite, on a parlé d'écrire et d'effacer, de construire et de détruire. Et c'est vrai, vraiment vers la fin, c'est l'avant-dernière ligne de la Mishnah, il y a écrit Amechabe v'amavir, celui qui éteint et celui qui allume. Est-ce que vous pouvez éteindre un feu sans l'avoir allumé? Non. Donc la chronologie n'a pas été respectée. Et la Gemara ne va pas poser la question. Ah, maintenant on comprend. Alors, encore, vous savez, dans Tosfot, le problème dans Tosfot, souvent, c'est qu'il ne donne pas la question, il va directement à la réponse. Mais pour qu'on comprenne, il faut qu'on fasse émerger la question. Pour émerger la question, c'est, je mets un truc, vous me rajoutez le mot lama avant et vous trouvez la question. Donc, je relis le Tosfot. Lama lo shayach lo medakachi, ve'ad katani amechabe bereisha, ve'adar amavir. Pourquoi il n'est pas approprié de poser la question qu'on a posée chez nous par rapport à labourer et semer? Pourquoi il ne sera pas approprié plus loin de poser la question sur le Chabé Mavir? C'est une très très bonne question, une question très forte. Elle n'a pas été posée. Elle ne sera pas posée. Pourquoi elle ne sera pas posée alors que ici elle a été posée? Pourquoi elle n'a pas été posée? Et d'ailleurs, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux questions. Un, pourquoi elle n'est pas posée? Et deux, et d'ailleurs, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas respecté l'ordre chronologique? Il y a deux questions dans la question ici. Est-ce que Tosfot veut dire que ça n'a pas d'importance? Ah non, il pose la question là. Là, il est déjà en train de donner la réponse. Il n'était pas approprié de dire cela pour la raison qui va suivre. Il est en train de nous répondre. Parce que dans Babé Madikim, on est Babé Madikim, et Madikim, Tosfot il dit c'est pas important, il faut commencer par l'un par l'autre. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Je comprends pas. Si, il y a Babé Madikim ou Babé Madikim. Après Madikim. Oui, dire Babé Madikim avant de dire. Non, c'est pas vrai parce que c'est deux styles. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'ordre chronologique ici. Simplement, comment dire, ça c'est du style. C'est deux formes de style. Il y a ce qu'on appelle en français les chiasmes. C'est un chiasme. ABBA. Il y a ABAB et ABBA. C'est pas important que ça soit dit. La Mishnah ne fait pas attention à ce genre de choses. Des fois, elle fait ABAB, des fois, elle fait ABBA. Mais là, on est dans la réalité des choses. On est en train de parler d'actes de travaux, et les travaux se font dans un ordre précis. Donc là, quand on les met dans le désordre, c'est choquant. On ne peut pas dire la même chose. Sinon, la Gemara n'aurait pas posé la question. Là-bas, elle ne pose pas la question. Ici, elle la pose, parce que ce n'est pas du tout la même problématique. Je suppose que c'est toujours le même agent qui agit. Toujours le même acteur qui agit. Autrement, la question ne se pose pas. Ben si. C'est pas parce que vous avez un ouvrier pour une chose et un autre pour autre chose que c'est pour autant vous convoquez. Pardon?
Oui, mais à qui vous convoquez en premier? Celui qui éteint ou celui qui allume? Mais si, on parle d'un feu, on parle d'une seule chose. On parle de. Pour éteindre un feu, il faut qu'il ait été allumé. Peu importe par qui. Il peut avoir été allumé avant Shabbat. Oui, mais c'est vrai. Mais pourquoi parler de choses comme ça pensez que alors que de toute façon les deux melachot sont visés, pourquoi prendre un cas où l'un a été fait avant Shabbat? C'est pas logique. Il faut une raison. Alors pourquoi la question? Donc voilà, c'est ça la question. Maintenant on va voir la réponse. Alors, c'était pas approprié de poser la question là-bas. Pourquoi? De Acha, Kol Sidura de Pat Nakat, que Seder, Levad Mecharisha. Parce que ici, c'est tout l'ordre chronologique de la fabrication du pain que la Mishnah a prise avec soin, que Seder, selon l'ordre. Et d'ailleurs, la Gemara a employé le terme de Sidura de pâte. La Gemara elle-même, elle a mis en valeur le fait que tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre, sauf ces deux-là. Alors là, la question méritait d'être posée. Donc, Kol Sidura de pâte nakat que Seder, le Van Mecharisha. Ici, tout l'ordre du pain, l'ordonnance du pain a été prise dans l'ordre chronologique, à l'exception de Harisha. Donc là, ça posait problème. Mais ailleurs, où il n'y a pas cette notion de Sidura, de Seder, à ce moment-là, on ne se pose pas la question. Donc c'est un peu ce que vous disiez, on n'a pas à se poser la question, sauf dans un cas particulier, parce que là, on voit que la Mishnah, elle a tenu vraiment à marquer la chronologie. Voilà, me pâche tout le pshat dans Tosfot. Mais ce n'est pas satisfaisant du tout. Non, il a l'air de répondre. Alors, si on comprend Bepach toute, la réponse de Tosfot, c'est on n'a pas à se poser la question de l'ordre, comme vous disiez. C'est pas la Mishnah fait, c'est peu importe. Ça a pu être fait. Le feu, il a été allumé avant Shabbat, voilà. Donc c'est pas important. Et il n'y a que là que c'était important parce que là, on a vu que la Mishnah avait une insistance particulière. Ça serait la première approche. Donc on n'a rien à répondre. On n'a pas à répondre aux questions. La Mishnah ne fait pas attention à ça, voilà, tout simplement. C'est pas très, disons que c'est pas très satisfaisant, mais ça peut être la réponse de Tosfot. Mais le Tosfot Yom Tov, donc c'est Tosfot Yom Tov de Rabbi Yom Tov Lippmann Heller, un élève du Maharal de Prague, qui a fait un commentaire sur le Barthénoura dans la Mishnah, dans l'édition des Mishnayot, il ramène ce Tosfot, et il dit mais c'est pas satisfaisant du tout, parce que si vous regardez la suite de la Mishnah, on a dit qu'après avoir traité du pain, on a traité des textiles. Après les textiles, on a traité du cuir. Si vous regardez, ils sont tous dans l'ordre, dans la chronologie. Alors, il n'y a pas plus, on n'a pas plus mis l'accent sur la chronologie. Mais dans la Mishnah, rien n'est précisé. La Gemara l'a pas précisé, mais dans la Mishnah, il n'y a rien dans la Mishnah qui permet de dire que le Tana a été plus attentif à la chronologie du pain que dans la suite. Donc la question reste. On voit que partout la Mishnah, elle a été rigoureuse dans la chronologie, sauf dans Mochabé et Mavir. Donc ça va pas du tout. Et il va donner sa propre réponse au Tosfot Yom Tov. Alors peut-être je vais commencer par ça, je n'avais pas pensé faire, mais peut-être je vais commencer par la réponse du Tosfot Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'il répond le Tosfot Yom Tov? Un instant. Ah oui. Ouais, je commence par le Tosfot Yom Tov. Je n'avais pas prévu, je change mon plan. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Alors lui il donne une réponse, mais c'est pas celle de Tosfot. Ça veut dire que ça va pas nous satisfaire parce qu'on n'aura pas le pshat dans Tosfot. Et lui, il donne sa propre réponse pour dire, alors pourquoi la Gemara, elle n'a pas posé la question sur Mochabé et Mavir alors qu'elle l'a posée ici? Parce que dans Mochabé et Mavir, il y a une réponse simple à donner que la Gemara avait et qu'elle nous laisse le soin de trouver. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Alors, c'est quoi la réponse qu'il propose? On l'a vu déjà, je crois, on a déjà évoqué qu'il y a une chita, Rabbi Yossi, qui pense que Avara, le lav yatsa. Vous vous rappelez de ça? Que de toutes les melachot de Shabbat, il n'y en a que 2
qui sont écrits dans la Torah. Il y a Otsa'a et il y a aussi Avara. La Torah dit Lo tevaru esh beyom ha-shabbat b'chol moshvotechem. Et on se demande, mais pourquoi la Torah elle a besoin de... Puisque toutes les melachot n'ont pas été inscrites, elles sont déduites par le fait qu'il y a écrit que la construction du Mishkan ne repoussait pas le Shabbat. On en déduit que tout ce qu'on faisait au Mishkan était des melachot interdits le Shabbat. On ne pouvait rien faire le Shabbat pour faire avancer la construction du Mishkan. Donc, on aurait su la Havara aussi, puisqu'on faisait la Havara dans le Mishkan. Donc, qu'est-ce que la Torah a besoin de dire? Lo tevaru esh beyom ha-shabbat. Alors, Rabbi Yossé, la chita de Rabbi Yossé, c'est le lav yatzat. C'est pour dire que Havara, c'est une exception à la règle. On n'est pas chayav karet, ni skila, ni khatat. C'est juste un lav, sur lequel on est chayav malkout, c'est tout. Havara, le lav yatzat. D'accord? Alors il dit que voilà la raison pour laquelle la Mishnah elle a mis Avara après Mechabé pour me dire qu'il y a une chita pour faire allusion à Rabbi Yossi. Donc d'après Rabbi Yossi, qu'est-ce qui est plus important, Mechabé ou Mavir? Mechabé, c'est une melacha à part entière où on est chayav, khatat, karet, skila. Alors que Mavir, c'est une petite défense comparée. On ne peut pas mettre Mavir avant Mechabé, c'est pas possible. Donc à cause de Rabbi Yossi, on a mis Mavir après Mechabé. Voilà la réponse proposée par Tosfot Yom Tov, mais qui ne rentre pas du tout dans Tosfot. Alors sur la réponse de Tosfot Yom Tov à un instant. Alors moi j'ai déjà une question, mais je n'ai pas de réponse là-dessus, parce que dans ce cas-là, ça ne serait même pas une Av Melacha. Si c'était qu'un lave, elle ne devrait pas avoir le nom de Av Melacha. Or la Mishnah elle a bien dit Avot Melacha, Arba'im Chaser Achat. Si j'enlève Avara, j'ai plus 39. Donc comment il peut s'en sortir? Comment il peut dire ça le Tosfot Yom Tov? Alors je me suis dit peut-être qu'il veut dire que non. Que pour Rabbi aussi, comme c'est écrit dans la Torah malgré tout, ça lui donne quand même le statut de Av Melacha. On pourrait l'imaginer, puisqu'on a expliqué quelle est la différence entre le Av Melacha et la Tolada. Av Melacha, c'est celui qui se déduit directement de la Torah, et la Tolada, c'est celui qui n'est pas écrit dans la Torah, mais qu'on déduit par le raisonnement. Alors quand c'est écrit en toutes lettres dans la Torah, ça lui vaut bien le titre de Av Melacha. Donc ça pourrait s'entendre. Mais j'ai noté que dans Psachim, d'Afé Amoud Bet, c'est mashma que pour Rabbi Yossé, c'est pas Av Melacha. Donc là, c'est une question que je n'ai pas traitée, je ne vais pas les revoir maintenant dans Psachim, etc. Donc c'est une remarque que je fais par rapport à la réponse du Tosfot Yom Tov, que sa réponse ne colle que si c'est Av Melacha, d'après Rabbi Yossi. Or, c'est problématique. Bon. Par contre, le Rochash, lui, il a une autre remarque, c'est que dans ces conditions, pour que le terout du Tosfot Yom Tov marche, ça veut dire que Kibouy, comme on l'a dit, Mechabé, reste une melacha à part entière avec karet, etc. Mais ce n'est pas évident. Parce que si la Torah me dit que l'otevaru, il n'y a qu'un lave, peut-être que Mechabé aussi, il n'y aura qu'un lave. Donc d'après le Tosfot Yom Tov, non. D'après le Tosfot Yom Tov, c'est que lui, il a postulé que pour le Kibouy, Rabbi Yossé pense qu'on est chayav. Parce que si on dit que ce que dit le Rochash, si on dit qu'il pense que Mechabé, on est aussi patour, que donc dans les deux c'est juste un lave. Alors dans ce cas-là, la question revient. Alors mets d'abord Mavir et ensuite Mechabé. Donc pour justifier qu'on ait mis Mavir après, c'est parce que Mechabé est plus important. Donc pour qu'on puisse maintenir la réponse du Tosfot Yom Tov, il faut dire que Mechabé reste une melacha. Alors le Rochash fait une recherche et il dit que les Acharonim se sont posés la question. Et parce que notamment, il y a des propos dans Tosfot, dans Betsa, d'Afkav Gimel, et il y en a qui disent que d'après ce Tosfot-là, il ressort que non. Il ressort que Mechabé, c'est comme Mavir. C'est-à-dire qu'une fois que la Torah elle a dit que Mavir est un lave,
le Rabbi Yossé, il dit, bah, si ma vie est un lave, Mochabé, ça ne peut pas être plus grave. Et donc, ça sera aussi un lave. Et donc, du coup, ça fait tomber la réponse du Tosfot Yom Tov. Alors, finalement, le Rochash conclut que dans la Gemara de Kritout, d'Afkaf, il y a écrit presque de manière explicite que Rabbi Yossé reconnaît que Kibouy c'est Av Melacha et qu'il y a Chayav Karet et que c'est écrit comme ça dans le Tosfot Yeshanim. Donc on peut maintenir, on peut valider le Tosfot Yom Tov. Donc en résumé, la réponse du Tosfot Yom Tov implique de dire que Mochabé, d'après Rabbi Yossé, il y a Karet alors qu'il n'y a pas dans Avara. C'est un débat, mais d'après le Tosfot Yom Tov, ça se tient et c'est aussi la chita du Tosfot Yeshanim. Moi, je voulais dire que là-dessus, j'avais aussi un petit mot à dire, c'est-à-dire que la preuve du recherche, elle n'est pas contraignante. L'objection en disant, mais alors, si on dit, lui dit, ça prouve que le Tosfot Yom Tov, il pense que Mochabé, il y a un karet. Moi, je dis non, peut-être pas. Peut-être que le Tosfot Yom Tov, il est d'accord que Mochabé, il n'y aura pas karet, il sera aussi un lave. Alors vous allez me dire, alors pourquoi il a mis Mochabé avant? Eh bien, il fallait mettre Mochabé avant, sinon on n'aurait pas du tout compris qu'on fait allusion à Rabbi Yossi. Donc, on a mis Mochabé avant parce que d'après les Rabbanan de Rabbi Yossi, c'est complètement illogique de mettre Mochabé en premier et Avara après, puisque l'ordre chronologique c'est inverse. Donc du coup, ça nous fait penser que Rabbi Yossi, lui, il a pensé que la Avara, elle n'est qu'un lave. Mais après, une fois qu'on a découvert que la Avara est qu'un lave, on peut continuer à réfléchir et à extrapoler et à dire ah ben si la Avara est un lave, alors peut-être que Kibouy sera aussi un lave. Donc c'est pas voilà, c'était juste un petit débat. Toujours est-il que on est de nouveau coincé. On revient maintenant à notre Tosfot et on revient avec la question du Tosfot Yom Tov. Tosfot, il a certainement pas pensé à ça, il n'a pas voulu dire ça en tout cas. Et donc la question se repose. Comment Tosfot peut dire Sidura de Pat Nakat? C'est quoi cette explication de Sidura de Pat Nakat? Mais toute la Mishnah, elle est que Seder. Alors pourquoi dans Kibouy et Mavir, tout d'un coup, on ne se pose pas la question? On revient au problème. Il s'avère que le Tosfot Arosh a posé la question aussi, et il donne une autre réponse que ce qu'on a vu dans Tosfot. Alors qu'est-ce qu'il dit le Tosfot Yom Tov? Et c'est très, très astucieux. Pas Tosfot Yom Tov, Tosfot Arosh. Le Tosfot Arosh, vous savez qui c'est le Tosfot Arosh? Non? Alors, le Rosh, vous savez qui c'est? Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher était, pour faire un peu de biographie, Rabbeinu Asher était un sage allemand du Moyen-Âge, plutôt la fin du Moyen-Âge, je dirais 14e siècle, comme ça, qui était un élève du grand maître Maharam de Rothenburg. Et lorsque le Maharam de Rothenburg s'est fait emprisonné dans la maison d'arrêt de Enzitzheim, alors, et on a demandé une rançon pour le délivrer. Le Maharam de Rothenburg a refusé qu'on verse une rançon parce que sinon tout le monde va se faire attraper, ils vont abuser de cela. Je reste en prison et je mourrai en prison. Et il a dit à son élève, Roche, mais toi tu files, tu t'en vas. Donc le Roche est parti, il est allé où? En Espagne. En Espagne. Il est arrivé à Barcelone, il a rencontré le Rashba, ils ont passé une nuit ensemble à parler en limoud, c'était régal. Et ensuite il est parti à Tolède. Et là-bas, ils l'ont adopté comme Rav. C'était le seul Ashkenaz qui s'est trouvé dans un monde séfarade, c'était le cas de le dire, Ashkenaz allemand et séfarade espagnol, et ils l'ont lui donné le titre de Chacham. Et il est devenu le Rav de la ville de Tolède. Il n'en reste pas moins qu'au niveau de sa chita, c'était un héritier des Baalei HaTosfot. Donc il a écrit les Piskei Arosh, il a écrit les décisions, et il a aussi écrit les Tosfot Arosh. Et donc souvent les Tosfot Arosh sont plus explicites que notre Tosfot. Parce que le principe est que plus on va dans le temps, et plus les esprits faiblissent, et donc le rédacteur doit se montrer plus clair, plus explicite, plus complet. Avant, on se comprenait à demi-mot. Maintenant, on n'est plus à ce niveau-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les Tosfot qui sont plus récents, on a plus de chances de comprendre. En général, c'est la même chita qui est développée, mais elle est explicitée. Alors là, est-ce que ça va être la même chita ou est-ce que c'est une chita différente? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà pour expliquer, pour la présentation du Tosfot Arosh.
Et donc, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le Mochabé, il y avait bien un kibouï. Alors c'est vrai que pour éteindre un feu, il faut d'abord l'allumer. Donc la question est, alors pourquoi tu commences par éteindre? Ici, il dit, on parle de l'extinction qui était faite en vue de fabriquer du charbon. Parce que pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'éteindre pour le Mishkan? Si c'était juste pour dire, ça, une fois qu'on a fini, on éteint parce qu'on n'a plus besoin, mais c'est pas un besoin du Mishkan, ça. Comment ça se fait que la melacha de Kiboui, elle est considérée comme quelque chose qu'on avait besoin pour la construction du Mishkan? Réponse, parce que pour cuire les teintures, il fallait utiliser du charbon. Le charbon, ça brûle beaucoup mieux que si simplement on prend du bois et qu'on met le feu au bois. Donc comment on fait? On prend du bois, on allume on prend du bois, on l'allume et on l'éteint. Et on fabrique du charbon. Et ensuite, du charbon de bois. Et ce charbon de bois, on va le rallumer après. Donc, pardon? J'ai pas compris. C'est lié aux teintures. Oui, pour les teintures. Et pour le pain, ça sera pareil. Kif bourrico. C'est-à-dire que pour le pain, on va aussi d'abord fabriquer le charbon. Et avec le charbon, on va mettre dans le four et on va faire du pain. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient avant? Par rapport à la fabrication principale. Alors il y aura deux avarot, c'est vrai, il y aura deux allumages. Mais quel est l'allumage principal? L'allumage principal, c'est celui qui va chauffer et cuire, qui va permettre la cuisson du pain ou de la teinture. Et donc c'était normal qu'on mette cet allumage-là en exergue, en conclusion. Et le charbon n'est qu'une introduction, c'est un hercher, c'est juste une préparation. Donc, entre les deux avarot, on ne va pas mettre en exergue le premier allumage qui n'est là que pour préparer le charbon qui permettra de cuire ensuite le pain. C'est normal qu'on mette l'avara principale dans l'ordre. Et donc, on parle de la deuxième et pas de la première. Et donc, la question, là, elle est réduite à zéro. La question était, mais on n'a pas respecté l'ordre? Ah si, on a respecté l'ordre. Mais la première avara, elle ne compte pas. Elle ne compte pas celle-là, parce qu'elle ne se mesure pas par rapport à la vraie avara, celle qui compte pour nous. La première avara, c'est juste la préparation de la préparation. On est encore très loin de ce que l'on veut fabriquer. Voilà ce que dit le Tosfot Arosh. Donc la réponse, elle est magnifique. Mais le problème, c'est qu'elle ne rentre pas bien dans les mots de Tosfot. Comment on peut la faire entrer dans les mots de Tosfot? Pourtant, on aimerait bien que Tosfot Arosh donne la même chita. Alors peut-être qu'on peut faire rentrer quand même la réponse du Tosfot Arosh dans Tosfot. Parce que j'ai fait remarquer tout à l'heure que Tosfot n'avait pas donné de réponse du tout. Alors pourquoi on l'a mis en premier? Pourquoi on l'a mis finalement le Mochabé en premier? Il n'a pas dit. Il a dit on a mis Sidoura de pâte. On a posé la question pour Sidoura de pâte. Et on n'a pas posé la question parce qu'il n'y a pas Sidoura de pâte. Mais quand même la question reste. Tosfot n'a pas répondu. Donc ça serait bien si on disait que Tosfot pense à la réponse du Tosfot Arosh, qu'on n'a pas posé la question là-bas parce qu'il y avait une réponse, comme ici d'ailleurs. Et donc la question de Tosfot c'est différent. Il y a une réponse là-bas, comme il y a une réponse ici. Ici on a donné la réponse parce qu'on parle d'Eretz Israël. Et puis là-bas il y aura une autre réponse qui était... donc le Tosfot connaît les réponses. Dans les deux cas il y a une réponse. Encore une fois, dans le Harisha Ezriya il y a la réponse que la Gemara a donnée. Si on se pose la question sur Mochabé et Mavir, Tosfot aussi connaît la réponse. C'est celle que Tosfot Arosh propose. Mais la question est, dans les deux cas, il y a une réponse finalement. Mais pourquoi est-ce que dans la Gemara, elle pose la question et elle donne la réponse dans le cas de Zoré et Choresh, elle ne pose pas la question et ne donne pas la réponse dans le cas de Mochabé ou Mavir? Réponse de Tosfot, parce que dans le cas du pâte, là il y a écrit Sidoura de pâte. La Gemara, elle a mis l'accent sur le Seder. Alors comme la Gemara a mis l'accent sur le Seder, la Gemara fidèle à elle-même se pose la question.
Alors que pour le reste, comme il y a pas, comme la Gemara n'a pas dit que dans la suite, on a fait attention au Seder, bien que c'est vrai qu'on ait fait attention au Seder, et c'est vrai que la question se posait, mais comme elle se pose de manière moins aiguë, c'est pour ça que la Gemara ne l'a pas posée. Donc si on dit comme ça, le Tosfot pense comme le Tosfot Arosh, et ça permet d'expliquer pourquoi Tosfot n'a pas donné la réponse, parce que sinon il n'a pas expliqué pourquoi. Il dit ici c'est Sidour à deux pattes. Ok, très bien, mais là-bas, pourquoi là-bas on l'a pas mis? Pourtant on a respecté l'ordre partout, donc on resterait sans réponse. Alors si on dit comme le Tosfot Arosh, la réponse on la connaissait, on l'a même pas posée, on a posé la question, mais pourquoi la Gemara soulève le problème? Ici elle ne le soulève pas. La réponse, il soulève ici, parce qu'il y a l'animal du Sidour de pâte avait été mis en exergue, alors que le Sidour du reste n'a pas été mis en exergue, même s'il existe par ailleurs. Donc on peut faire entrer l'un dans l'autre. Est-ce qu'on peut déduire que la Havara à la première, pour fabriquer le charbon, n'est pas interdite? Ah non, c'est sûrement pas, elle est sûrement interdite, c'est sûr. C'est évident qu'elle est interdite. Vous allumez un feu. Et vous allumez un feu en plus pour des raisons constructives. Vous avez besoin d'allumer ce feu pour pouvoir fabriquer du charbon. Oui. Eh ben, c'est une lacha, vous vous rendez compte ce que vous dites? C'est pour cuire quelque chose à manger. Et alors? On a le droit de faire la cuisine les Shabbat? On a le droit de faire la cuisine les Shabbat? Non, on sait que c'est pas. Alors? Simplement sur le plan logique, il nous dit la première Havara, on l'a pas citée. Alors on peut dire, alors c'est peut-être pas une mélacha. Non, c'est pas la question. C'est sûr que c'est une mélacha, mais elle est moins essentielle puisqu'on parle du travail. Si on décrit le travail, quand il y a deux opérations, il y en a une qui est plus importante que l'autre. Dans Zoréa, c'est pas le cas. La charisha qui vient avant la graine, elle est peut-être plus importante ou tout aussi importante que la charisha qui viendra après. Là, elles sont à égalité. Mais là, dans la havara, c'est clair que la deuxième havara, elle est plus noble, elle est plus essentielle dans le travail. Mais les deux sont des havarot, ça c'est sûr. Ça paraît évident. Et quand même, la Havara, Merhabé et la Havara, ce ne sont pas autant que ce que les Sidour à deux pattes avaient fait tout à la fois. Oui, on ne l'a pas mis dans le. On l'a pas mis à la Sidour. On l'a pas mis dans le Sidour à deux pattes. Ça s'est arrêté. On s'est arrêté. C'est bizarre parce qu'on a parlé de Ophé. Ça c'est vrai. C'est aussi une bonne question que je me. Ça c'est une autre question qu'on n'a pas posée encore. C'est que quand on regarde le Sidour à deux pattes, la Mishnah, elle est arrivée jusqu'à Ophé. Ophé Mevachel. Mais pour arriver à Ophé Mevachel, il faut passer par l'étape Mochabé Mavir. Il n'y est pas. Pourquoi ils ne l'ont pas mise? Pourquoi ils ne l'ont pas mise dans le Sidoura de pâte? Ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Non, c'est vrai, parce que on parle de. C'est vrai, on n'a pas fait attention quand on est arrivé. Mais c'est vrai, quand on voit Mochabé ou Mavir, Rashi n'a rien dit. Pourquoi ils mettent Mochabé ou Mavir? Et d'ailleurs, Rashi a dit Mochabé ou Mavir, Be'esh et Tachat Adout chez le Samemanim. Bon, ben donc c'était bien au Mishkan, et c'était bien par rapport au Samemanim. Donc si c'est par rapport au Samemanim, il fallait le faire là-bas. Alors peut-être la seule idée, ça serait intéressant ça. Qu'est-ce qu'il avait dit Rashi avant sur les autres? Aofé, lo haya be Mishkan, lo shayach ela be pat, ou pat lo shaycha be olechet ha Mishkan. Aval kulu kamaita avay basimanim. Ça renforce encore plus. Alors peut-être l'idée elle est là. Peut-être l'idée c'est que l'un d'entre vous a suggéré tout à l'heure que le charbon, peut-être on le fait pour les simanim, il fallait le faire. Comme Rashi a dit Mochabé ou Mavir, be'esh et tachat adout shel samamanim. Donc il s'agit du feu qui était sous le dos des samanim. Mais là aussi, il faut dire que Mochabé, c'était pas le tzoré des simanim. On pouvait en sortir les simanim du four sans éteindre. Voilà. Et donc, la réponse de Sotaroche paraît très forte. Je sais pas. Donc, l'idée qu'on pourrait proposer, c'est de dire pourquoi on n'a pas mis Mochabé et Mavir en haut, parce que comme on a pris le sidoura de pâte, et que dans le pâte, on ne prend pas nécessairement pour faire du pain. On ne cuit pas nécessairement le pain avec du charbon. Alors on n'a pas voulu le mettre dans le pain. Dans le pain, il n'y aurait pas si le mochabé, c'est le mochabé pour la fabrication du charbon, il n'est pas évident dans le travail du pain. Ça serait peut-être une explication.
à débattre, parce que moi, ça me paraît logique qu'on utilise du charbon aussi pour le pain. Mais, ouais. Ça serait peut-être une idée. Et sinon, c'est la question, elle mérite d'être posée. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Pour les Simanim, c'est sûr que c'était du charbon. Oui. D'après Tosotara, je dis comment? Dans Rashi, c'est pas Mouchar. C'est pas Mouchar. Voilà. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on fait une petite pause là?